enregistrement. Normalement, c'est bon. Ça marche, je fais ça. On va décaler ça. Non. Alors, anatomie, ça va du coup? C'est l'un des cours les plus gros d'anatomie, donc si vous l'avez bien compris, c'est pas mal. Avec la neuro aussi à la fin, qui est un peu chiant. Du coup, alors j'ai une question déjà. Dan nous avait envoyé le truc optique. Sincèrement, qui l'a regardé et qui l'a bossé? Il l'a envoyé à l'instant. Il l'a envoyé. Non, il l'a envoyé il y a 2 jours. Bon, personne n'a regardé. D'accord? Donc Dan va vous tuer. Non, sorry. Non, alors, du coup, vous m'avez dit de faire ça un peu rapidement parce que vous étiez censé le faire. Mais bon, pour moi, vous les appelez. Du coup, on va faire ça un petit peu plus costaud parce que c'est plus dur. Si j'ai le temps, enfin, on va faire un petit peu de spectro après. Et il y a un cours sur laser. En fait, il faut que je fasse 4 cours de base. Dan, si tu m'entends, c'est pas sympa. Et donc, du coup, on va faire ça. Spectro un petit peu. Laser, je pense qu'on va oublier. Et le dernier cours, on s'en fout. Pour ce qui est des QCM, là, il y en a 3 qu'on fera ensemble. Et les autres, je vous enverrai un truc de QCM. Okay, comme ça, vous avez le temps de vous poser dessus, de regarder, de vous poser des questions si vous en avez. Parce que j'aime pas trop les faire à la suite du cours. Des fois, c'est pas trop c'est compliqué, c'est pas trop frais. Voilà. Autant anatomie, ça peut se faire sur le tas, autant là, c'est un peu plus chiant. Alors, optique, du coup. Qui a fait de l'optique au lycée? Personne? Un petit peu? Ok, bon, c'est bien, vous aurez peut-être quelques petites références. Dan, tu me dis si quelque chose ne va pas, normalement c'est bon. On y va. Alors. Donc l'optique, qu'est-ce que c'est? C'est la vision. Comment ça marche, la vision? Vous allez avoir ce qu'on appelle la phototransduction. Donc qu'est-ce que c'est? Quand vous regardez un objet, donc on va dire qu'on regardez un arbre, cet arbre, il absorbe de la lumière, mais il va en émettre. La lumière, c'est celle qui arrive à votre œil. Quand la lumière arrive à votre œil, elle arrive comme ça, et elle va taper au fond de votre rétine sur des photorécepteurs, qui sont soit des cônes, donc ils ont une forme de cône en fait, soit des bâtonnets, forme de bâtonnet. Vous avez 2 types de photorécepteurs, ce sont ces deux-là. Les cônes, avec le C en commun avec coloré, ce qui permet la vision colorée, c'est-à-dire la vision diurne, le jour. Les bâtonnets, eux, permettent la vision sans couleur, la nuit. Donc 2 photorécepteurs. La lumière tape ici, et ensuite vous allez avoir une phototransduction. La phototransduction, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation d'un message lumineux en un message électrique et nerveux. Donc ici, vous avez la lumière qui tape, ça passe dans les axones, dans les relais ganglionnaires, etc., et ça va tout converger dans les axones au niveau de ce qu'on appelle le nerf optique. Donc vous passez d'une lumière à un signal nerveux. Donc là, vous avez votre œil droit, votre œil gauche. Vous imaginez un peu que c'était au-dessus. Donc voilà, ça tape sur la rétine, sur ça, et ça se transmet dans le nerf optique. Chaque œil a un nerf optique, et chaque œil est composé en 2 hémirétines. Oui, pardon. Puis ça, c'est de l'UE5? Non, pas c'est l'UE3. Je fais que de l'UE3. Donc du coup, vous avez dans votre œil 2 hémirétines. C'est-à-dire que votre œil, vous avez une hémirétine droite, une hémirétine gauche, et pareil de l'autre côté. Et ce qui se passe, on ne va pas rentrer dans les détails parce que dans le cours, ça a été un peu simplifié, mais c'est que chaque hémirétine va envoyer un message à un hémisphère de votre cerveau. Vous avez l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Du coup, les hémirétines droites, donc de l'œil droit et de l'œil gauche, donc là, vous verrez vous avez le truc normalement sur le téléphone. Elles envoient, donc les 2 droites, elles envoient leur message au niveau de l'hémisphère droit. Et pareil, ici à l'hémisphère gauche. Sauf que vous voyez ici qu'il y a un chiasma. Donc au niveau de votre cerveau, vous avez un chiasma au centre de votre cerveau à peu près, où il y a un relais ici qui se fait, il y a un croisement en fait. C'est-à-dire que l'œil gauche, en fait, envoie aussi de l'information à l'hémisphère droit. Voilà, et ça, c'est un croisement important. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'année prochaine, enfin du coup, en 3e année de médecine, pour le coup, vous avez des pathologies qui fait que si on coupe, enfin si on a une lésion ici, on sera atteint du coup ici, si la lésion est là, on sera atteint ici. Si la lésion est là, on sera atteint que là. Enfin bref.
faut bien comprendre qu'il y a un relais ici, il y a un croisement entre les fibres de l'hémirétine droite et gauche, les deux yeux. Voilà, donc du coup, la lumière, elle fait ça, elle va là, elle va rejoindre l'hémisphère droit ou gauche. Au niveau du thalamus, qui est une partie centrale de votre cerveau, vous avez ce qu'on appelle le corps genouillé latéral. Ça, c'est pas très important, donc je passe vite. Et dans cet endroit-là, vous avez un autre relais avec un deuxième axone. Vous avez un axone, et là, un relais synaptique avec un deuxième axone, qui va vers l'hémisphère correspondant. Et du coup, cette information, elle va aller dans l'aire occipitale primaire, qu'on appelle V1, qui se trouve dans le lobe occipital. Le lobe occipital, c'est le lobe qui est postérieur. Ouais. Le terme chiasma, comme on a vu aussi sur l'ADN, avec les chromosomes. Ouais. Mais le terme chiasma, ça désigne le fait qu'il y a un croisement. C'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment le fait qu'il y a un croisement entre plusieurs éléments. Là, pour le coup, c'est vraiment pour les relais synaptiques. Donc, tout ça va vers l'aire occipitale V1, dans le lobe occipital, qui va vraiment traiter en premier votre image, qui va vous donner en fait l'image, elle va la remettre en place et tout et tout. Et ensuite, vous avez des sous-aires qui sont dans le lobe pariétal et dans le lobe temporal. Le lobe pariétal, lui, il va permettre, donc une fois que vous avez l'image, il va vous donner l'information où se situe l'image par rapport à moi. Et le lobe temporal, il va vous dire l'image, en fait, qu'est-ce que c'est. Le lobe temporal, c'est tout ce qui concerne la mémoire. C'est souvent celui qui est atteint dans le cas d'Alzheimer. Et c'est lui, en fait, qui vous dit, qui vous donne vos souvenirs, vos goûts par rapport aux choses. Est-ce que je me souviens de ce que j'aime ça, etc. Donc voilà, vous avez une aire principale V1 dans l'occipital et deux sous-aires dans le pariétal localisation et dans le temporal reconnaissance. La vision, elle peut se faire, donc la vision nette, pour voir un objet net, il faut 4 conditions. Vous devez avoir un stigmatisme des yeux. C'est-à-dire que vos yeux doivent transformer. Ça veut dire que si je regarde un point, si je regarde ça, le stigmatisme, ça veut dire que si je regarde ça, sur ma rétine, il va se former un point. Si je regarde un point et qu'il se forme une ligne, en fait, je suis astigmate. Les astigmates, ils voient ça en fait. Tous les points, mais ils les voient mal, ils voient des flous, des traits. Hop. Ouais, c'est un peu comme avec les phares. Par exemple, c'est rien, mais par exemple, c'est arrivé que le matin, quand la nuit, quand tu regardes les lumières, elles sont un peu... Au lieu de voir un point, on voit vraiment... C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, quand vous avez un stigmatisme mauvais des yeux, en fait, vous voyez un point se transforme en ligne. Oui. Et c'est quelle partie du cerveau qui inverse l'image? Tu m'as dit que quand on regardait l'image, c'était là, dans le V1. Donc, il faut ce stigmatisme. Il faut une convergence des yeux, c'est-à-dire que vos yeux doivent converger et non pas être divergents. Donc, converger, c'est quand ça fait converger les rayons, hein. Ça zoome entre guillemets. Divergence, c'est l'inverse. Il faut que l'image se forme sur la rétine. Si l'image se forme en dehors de la rétine, vous serez soit myope, soit hypermétrope, ou alors hyperope, c'est la même chose. Donc, ces 3 conditions, ce sont des conditions vraiment au niveau de l'œil. Et vous avez ensuite une intégrité de la chaîne visuelle. Donc, tout ce qu'on a dit là, s'il y a un problème au niveau nerveux quelque part, forcément, ça ne va pas bien se faire. 4 conditions. Ouais. Très vite, c'est... On va y venir. On va venir. Alors, des définitions importantes. Du coup, ça, alors, pareil, vous aurez des QCM, donc ce ne sera pas toutes les constructions géométriques que je vous montre. C'est pour la compréhension. Il faut comprendre pour aller beaucoup plus vite. Et vous n'aurez jamais de schéma à tracer ou normalement, il n'y a pas de question. On vous donne un schéma et il faut déterminer des choses. C'est vraiment que des questions de texte. Donc ça, c'est le schéma en fait, de l'œil, du trajet de la lumière. Votre œil, c'est un dioptre. Voilà. On appelle ça un dioptre. Un dioptre, qu'est-ce que c'est? J'ai encadré ici. Un dioptre, c'est quand vous avez séparation de 2 milieux homogènes. C'est-à-dire que vous avez votre œil est un milieu homogène et l'extérieur est un milieu homogène. Donc, bien 2 milieux homogènes. Les 2 milieux doivent être transparents. L'œil est transparent, là, ici, c'est transparent. Et des indices de réfraction différents. L'indice de réfraction, c'est la valeur qui fait que votre lumière, quand elle arrive à un endroit, elle va être réfractée selon un certain angle. Quand vous allez à la plage, vous regardez dans l'eau, vous regardez votre pied, vous allez pour le toucher, en fait, le pied est un peu décalé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, l'image est un peu décalée. Et ça, c'est l'indice de réfraction. La lumière, elle dévie un petit peu. Donc, vous avez toujours dans l'air, du coup, alors on ne le voit pas, mais dans l'air, l'indice de réfraction, c'est 1, donc la lumière n'est pas déviée. Et dans le verre légère, c'est 1,5, 2 valeurs à connaître. Et du coup, l'indice de réfraction, c'est n, est égal à la vitesse de la lumière sur la vitesse dans le milieu considéré. Ça, c'est la petite formule. Du coup, quand vous avez 2 milieux homogènes avec 2 milieux transparents et un indice de réfraction différent, on peut parler d'un dioptre, qui est vraiment l'interface en fait, entre les 2 milieux de la lumière. Votre œil est un dioptre. Oui. On avait vu que l'indice de réfraction, il y avait une autre formule, c'est ρ sur ρ de l'eau. Oui, effectivement, oui, mais là, on n'en parle pas de ce côté. Mais oui, c'est vrai, la raison.
Ok, alors quand on représente du coup tout ça, alors il faut dire que l'optique, ça répond à des lois géométriques et physiologiques. Physiologique, c'est ce qui concerne votre corps, et géométrique, c'est tout ce qu'on va voir en fait avec ça. C'est des représentations qui sont le plus fidèles possible, mais qui restent quand même assez abstraites parce qu'on ne peut pas vraiment représenter ça sous forme de trait. Donc en fait, votre sommet du dioptre, c'est O. Retenez bien ça. Le sommet du dioptre, c'est O. Donc en gros, c'est le bout de votre œil, en fait. Vous avez ensuite C. C, c'est le centre du dioptre. Donc c'est le centre de votre œil. On représente l'axe de la lumière comme ça. Ça, c'est l'axe qu'on étudie, donc l'axe optique. Et la lumière, par convention, comme on lit de gauche à droite en France, on met toujours le sens de la lumière qui arrive comme ça. Donc, la lumière arrive là, elle rentre dans l'œil, et là, il se passe des trucs. Indice de réfraction 1, indice de réfraction 2. Ça, c'est la base. Le stigmatisme, donc, que je vous disais, un point donne un point. On parle de stigmatisme approché. Personne n'a un stigmatisme parfait. En gros, on est tous astigmates, un minimum. Okay, sans être diagnostiqué. Il y a des degrés. Voilà, il y a des degrés. Il y en a qui sont vraiment astigmates, et en fait, nous, on est tous un tout petit peu astigmates, on ne peut pas être parfait au niveau de la convergence des points. Donc là, ça représente que quand on voit un truc net, on ne voit pas bien, hein, mais du coup, les points convergent en un seul point. Et ici, c'est un peu flouté. On a plusieurs points, vous le verrez sur le truc. Je reviens à ça après. Du coup, ce stigmatisme approché, il est permis par ce qu'on appelle l'approximation de Gauss, qui répond à 3 propriétés. Pas détaillé en cours, juste vous retenez que le stigmatisme approché a 3 propriétés, ce qu'on appelle l'approximation de Gauss. Et ensuite, vous avez ça. Donc ça, il y a vraiment très rarement des questions dessus, mais c'est quand même à connaître. C'est la relation de conjugaison qui donne aussi la puissance dioptrique. Donc en fait, ça, peut-être que vous l'avez vu en optique, du coup, peut-être vous avez fait des calculs dessus en terminale, ou première, je ne sais plus. Donc c'est moins N1 sur O A1. Donc A1, ça sera l'endroit où il y a votre objet. Donc moins N1 sur O A1 est égal à N2 sur O A2. Donc, par exemple, il sera là. À savoir que, toujours, ce qui est très, très, très important au niveau de l'optique et qui va vous faire perdre des points si vous ne comprenez pas, c'est que sur l'axe optique, les distances sont dites orientées. Donc, à chaque fois qu'on parle de distance, souvent, on partira du sommet du dioptre, donc O. Et à partir de là, si on va vers là, OC, du coup, va dans le sens de la lumière. La distance orientée se note avec une barre au-dessus, sera positif, parce qu'on va dans le sens de la lumière. Si on prend OA1, qui va dans le sens inverse, on aura un OA1 qui sera du coup négatif. Et ça, c'est très important parce que dans vos calculs, si vous ne prenez pas en compte la direction de votre segment, vous aurez faux. C'est pour ça qu'on met le moins devant le N1, parce que comme A1, ouais. le OA1 il est négatif. Exactement. Mais ça, normalement, pas trop calcul. Donc cette relation de conjugaison, en fait, c'est celle qui décrit qu'un point donne un point, tout simplement. On dit qu'un point, donc A1 qui donne un point A2 sur la rétine, c'est un point conjugué. Cette relation de conjugaison, elle est égale à N2 moins N1 sur OC, donc OC qui est là, donc OC qui sera forcément positif. Et du coup, ça, là, ben en fait, c'est égal à D, la puissance dioptrique. Okay, et elle se note en mètre-1 ou en dioptrie. Dioptrie, c'est delta comme ça. Mais on comprend. OK. Des questions pour l'instant? Non. Alors là, on arrive... Alors, attendez, je regarde. Oui. On arrive à un point qui est assez flou, assez abstrait, et sincèrement, alors autant convergent ça va, autant là, sincèrement, ne me posez pas de questions. Parce que j'ai beau regarder des forums, des vidéos et tout, c'est très, 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 très dur à s'imaginer ça. Okay, alors, on va partir de ça déjà. Donc, un dioptre, donc votre œil, bon, pour le coup, notre œil est convergent, il n'y a pas de souci. Mais un dioptre peut être soit convergent, soit divergent. S'il est convergent, ça veut dire que sa puissance dioptrique, donc très important, est supérieure à 0. Comme la relation de conjugaison, c'est N2 moins N1 sur OC, ça c'est forcément positif. D, le signe de D va dépendre du numérateur. Si le dioptre est convergent, comme OC est forcément supérieur à 0, ça veut dire que N2 est supérieur à N1. Quand vous avez un N2 supérieur à N1, votre dioptre sera convergent. À l'inverse, un N2 inférieur à N1,
vous tomberez dans le cas de la divergence avec une puissance qui sera inférieure à 0. Ça va sur ça? Parce que OC, dans tous les cas, sera toujours positif. Oui. C'est ça qui cause la cécité? Dans le cas où c'est divergent ou... La cécité, c'est pas du tout expliqué dans le cours, donc je ne sais pas trop comment. Okay. Mais la cécité, c'est vraiment une perte de vision, donc je pense que ça n'a pas de rapport avec la puissance, je pense. Okay. Ça doit être vraiment... surtout la cécité, c'est plus neurologique, déjà. Ou alors vraiment un problème traumatique qui t'empêche, qui te casse un milieu de ton œil. Mais pas forcément au niveau des puissances physiologiques, je pense. Mais j'avoue que je n'ai jamais fait de cours sur la cécité. Ok. Donc, convergence, c'est quand la puissance dioptrique est supérieure à 0. Qu'est-ce qui se passe au niveau des constructions? Donc, ça, c'est à comprendre, mais vous n'aurez pas de questions dessus normalement. Donc, au niveau des constructions, vous avez votre axe optique, vous avez votre dioptre convergent qu'on représente soit comme ça, soit comme ça, avec les flèches vers l'extérieur, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Divergence, c'est les flèches en fait comme ça. Ok. Mais bon, c'est pas important. Donc, ici, il faut savoir que si vous retenez ça, c'est bon. Franchement, c'est bon. Tous les rayons incidents qui arrivent parallèles à l'axe optique vont se croiser après traversée du dioptre au niveau d'un point qui est unique par puissance dioptrique, qui se note FI, qui est le foyer image principale. Okay. Chaque puissance dioptrique, donc si vous avez un œil avec une puissance de 48 dioptries, il y aura un foyer image principale, unique. Il n'y en aura pas plusieurs. Pareil pour un œil de 12 dioptries ou n'importe quoi. Donc tous les rayons parallèles vont croiser à ce FI. Et ce FI, du coup, ce foyer image principale, en gros, quand l'image se forme dans votre œil, c'est normal, on va dire. C'est ce qu'il faut. Votre image va se former dans votre œil et pas avant votre œil ou je ne sais où, derrière votre œil là-bas. Donc comme il se forme dans votre œil, le foyer image est dit réel. Okay, il existe en gros. Donc ça, c'est les rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique. Du coup, la distance focale image, c'est la distance entre le sommet du dioptre et le FI. Elle est bien positive, vu que le foyer image est réel. Le foyer objet, du coup, c'est une autre chose. Il s'appelle du coup F0, ou FO pour foyer objet, ça c'est FO plutôt. FO, et lui, c'est le foyer objet, ce qu'on regarde, c'est ce qui est en avant de l'œil. Alors ça, je reviens dessus parce qu'à chaque fois, je me fais gronder. Dans le cours optique, quand je vous dirai en avant de l'œil, du coup, il faut imaginer que là, on regarde comme ça. Okay, donc, en avant de l'œil, c'est ce qui est là. En avant, c'est ici. Tout ce qui est en arrière de l'œil, du coup, c'est ce qui sera derrière, dans mon œil, c'est ce qui sera ici. OK? Tout ça, c'est pour éviter les ambiguïtés. Donc, le foyer objet, c'est l'objet qu'on va regarder. Donc, lui, il sera du coup en avant de votre œil. Et pour le coup, c'est normal, l'objet se trouve bien en avant. Du coup, il est réel. Okay, donc, convergent, vous avez un foyer image qui est réel, un foyer objet qui est réel. Et du coup, la distance focale objet OFO est inférieure à 0. Ouais. Quand on parle de OFO bar, donc la norme, elle ne peut pas être inférieure à 0. Quand tu vas de O à F0, oui, mais quand on met le bar, on parle de la norme. Non, là, ce n'est pas la norme, c'est vraiment la distance orientée. Ah, ok, d'accord. C'est dans quel sens tu regardes ton segment. Donc là, ton segment, la distance orientée va vers la gauche, c'est contraire à ta lumière, du coup, c'est négatif. Ok? C'est pas comme la norme en mathématiques. Donc ça, c'était pour convergent. Alors, du coup, le foyer objet et foyer image, ce sont des points uniques qui ne bougent pas par rapport aux puissances dioptriques. Ça ne veut pas dire que quand vous regardez un objet, en fait, quand je regarde par exemple le tableau, il n'est pas situé à mon foyer objet. Il est situé à un point, par exemple, A1. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. Mais par puissance dioptrique et par objet qu'on regarde, vous aurez forcément un foyer objet principal qui est à un endroit donné et un foyer image qui est à un endroit donné. Et ça se forme par rapport aux constructions, mais ce n'est pas super important. Okay, mais bien distinguer que ça, F0 et FI, ce n'est pas forcément l'objet qu'on regarde ou l'image qu'on en a. C'est possible, mais ce n'est pas forcément ça. Hop. Du coup, divergent, je ne vais pas venir sur les constructions parce que c'est vraiment trop abstrait et c'est même pas représentatif dans la réalité, mais c'est tout l'inverse. Si vous avez compris ça, et bien divergent, c'est exactement l'inverse. Vous avez une puissance du coup, qui est négative. Les rayons qui arrivent parallèles ne vont pas converger en un FI, mais vont diverger.
Et du coup, par construction super abstraite, en fait, on prolonge et on obtient le foyer image qui du coup se forme non pas dans l'œil, mais en avant de l'œil, ce qui n'est pas normal. C'est pour ça que le foyer image est virtuel. En fait, entre guillemets, il n'existe pas vraiment. Et du coup, la construction analogue à ça, c'est les rayons qui divergent et qui vont sortir parallèles. Et du coup, cette convergence dans l'œil va donner le foyer objet. Mais voilà, ça, c'est impossible à représenter, c'est impossible à comprendre. Et vraiment, si vous êtes curieux, allez voir sur les forums et tout, mais je vous assure que c'est impossible à comprendre. Hop, moi, je comprends rien parce que je suis peut-être débile. Oui. La distance f0, elle est de quel ordre? Du millimètre ou... Mètre, pardon. Du mètre. Toutes les distances sont exprimées en mètres. Ce que je veux dire, c'est que... dans la réalité? Oui, dans la réalité, par exemple, non. La distance entre O et F0. Ouais. Ça dépend. En moyenne, il y a une moyenne à peu près? Non, ça dépend. Ça dépend de la puissance de ton œil, ça dépend de ce que tu vas regarder, ça dépend de plein de choses. Parce que si je prends un objet très près que je mets entre O et F0. Alors là, je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire, mais en fait, le F0 comprend que c'est un truc qui est unique par puissance dioptrique, mais je ne cherche pas à savoir vraiment ce que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de choses matérielles pour le représenter. Oui, tu vois, quand tu vas regarder un point qui sera ici en A1, là oui, c'est bon, je pourrais te dire il est à tel mètre, il est machin. Mais ça, c'est tellement variant selon ta puissance dioptrique qu'on ne peut pas savoir. On n'a pas d'exemple dans le cours. Dans le cours, on n'a qu'un seul exemple, c'est l'œil, qui fait 60 dioptries du coup, et il ne nous donne même pas de valeur approchée de F0 ou de Fi. Okay. Donc retiens juste voilà, que c'est unique, que tu le construis un petit peu comme ça ici. Là, à la limite, pas trop besoin. Et voilà, retiens que c'est unique. Et retenez juste qu'est-ce qui est réel, c'est dans convergence, qu'est-ce qui est virtuel, c'est dans divergence. Et les puissances dioptriques. Bon, je vous l'accorde, ça c'est un petit peu complexe, mais si vous retenez les encadrés, vraiment, c'est ce qu'il faut. Alors, le grandissement. Du coup, ici, vous avez une lentille qui est convergente ou divergente? Convergente, très bien. On est dans le cas en gros de l'œil. Sommet du dioptre, centre du dioptre, retenez bien les différents trucs. Alors, pareil, vous avez une puissance fixe, du coup, je reviens à ce que je disais. Vous avez un F, en gros là c'est O, et vous avez un F I ici, en gros. Donc les rayons, donc là vous avez un objet, en fait on va dire que c'est un arbre, A1, B1. Okay. Du coup ça veut dire que, ça c'est une construction pareille, vous n'avez pas besoin de vraiment comprendre, mais c'est utile de vous le dire. Donc ce point-là, il va partir parallèlement, il va rentrer dans l'axe, enfin dans le dioptre, et du coup les lumières qui arrivent, qui sont parallèles et qui rentrent, vont converger au foyer image principal qu'on a dit tout à l'heure. Donc on trace, hop, ça converge ici, on trace. Deuxième trait caractéristique, ce sont les faisceaux qui vont partir du point et qui vont passer par le centre dioptrique. Ces faisceaux-là qui passent par le centre dioptrique, ils sont tout droits. Il n'y a pas de particularité, ils ne dévient pas, rien du tout. Du coup, ça se trace comme ça. Et en traçant deux traits comme ça de construction, donc celui-là déjà et celui-là, vous obtenez déjà un petit point. Et en reliant ici, en fait, vous obtenez votre image. Il suffit de deux traits de construction pour avoir le point conjugué. Okay. Et pareil, du coup, vous avez un troisième trait de construction qui est caractéristique. C'est celui qui passe par le foyer objet principal. Et du coup, on a vu que ceux qui passaient par le foyer objet principal ressortaient parallèles. C'est l'inverse. Ceux qui arrivent parallèles convergent au FI. Ceux qui passent par FO ressortent parallèles. Okay. Ce sont trois traits caractéristiques à connaître pour la convergence. Et on forme ainsi une image qui sera du coup plus petite, alors qu'on parle de grandissement certes, mais elle sera en fait plus petite que l'image de base. Et c'est votre cerveau par la suite qui va lui redonner sa taille réelle. Oui. Et le rayon qui passe par FI, il est dévié ou pas? Le rayon qui passe là? Ouais. En fait, il est dévié à l'entrée ici, mais après là, il n'est plus dévié. Après, il va tout droit. Pareil pour celui-là. Là, il est comme ça. Après, il est dévié à ce niveau-là. Après, il va tout droit. Et lui, pour le coup, celui qui passe par le centre optique et pas par le sommet du dioptre, attention, lui, il est tout droit, il n'y a pas de problème. Oui. On part du principe que l'œil, il a une dioptrie parfaite, il n'y a pas de défaut. Oui, là, pour le coup, oui. Le grandissement, c'est cette formule. Pareil, elle tombe vraiment jamais. Mais bon, à connaître, je ne reviens pas sur les détails. Juste noter que le grandissement qui se note du coup, gamma, sera négatif. Parce que vous avez ici un objet qui va vers le haut, et ici, du coup, un objet qui va vers le bas. Donc, votre grandissement est négatif. Il est inversé. Et c'est votre cerveau qui, du coup,
remet par la suite l'image à l'endroit et à la bonne taille. Et tout ça, c'est au niveau neuro que ça se passe, pas au niveau de votre rétine. Est-ce que ça va sur ça? Grandissement? Les traits, ça va, vous comprenez? Tout ce qui arrive parallèle ressort à FI. Tout ce qui arrive, tout ce qui passe par FO ressort parallèle. Et ce qui passe par le centre ne dévie pas. Et ensuite, on parle de la proximité. Alors ça, pareil, ça n'a pas de représentation physique. Mais retenez la définition qui est super importante. La proximité d'un point image ou objet se définit sur l'axe optique comme l'inverse de la distance orientée, donc en mètres, distance en mètres, entre le sommet du dioptre et ce point. La proximité s'exprime en mètre moins 1 ou en dioptrie, comme la puissance dioptrique D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez la distance O à 1, donc la distance orientée O à 1, se note comme ça, la proximité de ce point A1, donc de votre base de l'arme en fait, c'est 1 sur O à 1 orienté. Ça, c'est la proximité. Dès que vous avez un point, peu importe où il est, donc un point objet, ou même un point image, point image, donc du coup, point objet, c'est ce que vous regardez, point image, c'est l'image qui en est donnée. Quand vous avez un point, quand vous voulez savoir sa proximité, c'est toujours 1 sur le sommet du dioptre jusqu'à ce point. Et toujours, on parle toujours de distance orientée. Okay, vous n'allez pas enlever la barre et parler de norme. Okay, c'est toujours une distance orientée. Donc ça, c'est la proximité. On va voir à quoi ça sert après. Proximité, c'est bon? On part bien d'ici. Hein. Attention, souvent, il y a des confusions. On part bien de haut et on va au point qu'on veut analyser. Et il suffit de faire l'inverse de ce point. Alors, petite pause sur la géométrie. On parle de l'œil vite fait. Vous aurez d'ailleurs un cours qui sera vraiment dédié à l'œil au deuxième semestre. Alors, l'œil, attention, le piège fréquent, c'est ça. On inverse. Il a 3 tuniques et 4 milieux transparents, et pas l'inverse. 3 tuniques, on a une tunique externe. La tunique externe, c'est ce qui est en blanc, un peu rosé, là. C'est la plus grosse. C'est une tunique qui est protectrice. C'est celle qu'on, entre guillemets, voit sur l'œil. Vous avez du coup en avant la cornée. Donc, cornée, hop, ici. En avant la cornée. Et en arrière, tout ça, là, c'est la sclérotique. Ça, c'est vraiment une couche externe protectrice qui protège des chocs ou quoi. Quand vous mettez un stylo dans l'œil sans faire exprès, c'est grâce à elle que vous ne crevez pas l'œil. La moyenne, donc celle qui est du coup en rouge, un peu rose, un peu rouge là, ça s'appelle l'UV. Elle, on a au centre, ici l'iris, donc la couleur de votre œil. Encore plus au centre, on a la pupille, noire. Ensuite, ici, à côté, on a le procès ciliaire, qui en fait est composé, on a le corps ciliaire qui est composé d'un procès ciliaire et d'un muscle ciliaire. À retenir, c'est vraiment le muscle ciliaire. Ce sera lui qui sera responsable de l'accommodation de votre œil ou de la dilatation de la pupille, en fait. Je reviens dessus après. Oui. Et les vaisseaux sanguins qu'on voit sur l'œil, ils sont sur la couche externe ou justement, comme elle est transparente la couche externe? Ils sont là. Couche moyenne, UV, choroïde, rôle nutritif. Donc, en avant, on a iris, pupille, procès ciliaire avec le muscle ciliaire. Et en arrière, là, on a la choroïde. Choroïde, c'est vraiment là où il y a tous les vaisseaux, les nerfs, etc. Donc, externe, tu n'as pas de vaisseau. C'est transparent, du coup? Ouais. Voilà, c'est un peu en avant, la cornée est transparente. La sclérotique, les moins. Oui, la lumière ne passe que par la pupille. La lumière passe par la pupille, oui. C'est quoi dans l'œil qui fait converger la lumière? De quoi? C'est quoi qui fait converger la lumière? C'est le cristallin. On va le voir juste après. Du coup, je reviens sur le muscle ciliaire qui est dans la couche moyenne. Le muscle ciliaire il est innervé par deux contingents neurologiques. Je ne sais pas si on vous... Peut-être vous en avez parlé avec Dan. Daniel. Il y a le système parasympathique et le système sympathique. Vous connaissez pas? Okay. Du coup, dans votre corps, vous avez 2 systèmes nerveux. Vous avez un système parasympathique qui est le système, on va dire, de repos, et le système sympathique qui est le système de stress. C'est-à-dire que si je vous mets un lion dans la salle, vous allez activer votre système sympathique. Et au niveau de votre œil, ce qui est important de savoir, c'est que le système sympathique, du coup, il va activer ce corps ciliaire avec le muscle ciliaire, et ça va permettre à votre œil de se dilater. Donc, en situation de stress ou d'émotion intense, votre pupille se dilate. Et vous avez ce qu'on appelle une mydriase. À l'inverse, quand vous êtes en situation comme ici, normalement normale, vous avez activation de votre système parasympathique et votre muscle ciliaire se contracte et il fait un myosis. Votre pupille se rétrécit.
ce qui se passe aussi quand vous mettez un flash dans votre œil. Vous voyez, vous mettez un flash, du coup, ça se dilate, etc. Oui. Et donc, la pupille, est-ce que c'est plus pour protéger l'iris ou c'est vraiment comme une lentille en fait? C'est une lentille. Oui, non, ça ne protège pas du tout l'iris. Ce qui protège l'iris, c'est la cornée. Voilà, c'est vraiment la cornée en avant. D'accord, ça va. Ok, parasympathique, sympathique, retenez bien que ça va vous suivre toute votre vie, l'étudiant, quoi, si vous continuez là-dedans. Et la couche interne, du coup, c'est celle qui est en jaune, et elle, pour le coup, c'est la rétine qu'on a vue tout à l'heure, c'est celle qui est au fond. Et au centre de cette rétine, vous avez ce qu'on appelle la macula. C'est l'endroit où vous avez le maximum d'acuité visuelle, vous voyez le mieux. Quand les faisceaux convergent vraiment ici, vous voyez super bien. Et au centre de cette macula, vous avez la foveola. Et la foveola, c'est vraiment là où vous voyez le mieux. Par contre, dans la foveola, il n'y a que des cônes. C'est-à-dire qu'on ne voyait que la lumière colorée. Il n'y a pas de lumière, entre guillemets, noir et blanc de nuit dans la foveola. Et la macula s'appelle aussi fovea. Voilà. Donc macula, fovea, à l'intérieur, foveola, où il n'y a que des cônes. Et elle se trouve presque au centre de votre fond postérieur de l'œil. Vous verrez dans un cours particulier que c'est un peu décalé, un peu excentré par rapport au nerf optique. Ça va? Oui. 3 tuniques, 4 milieux transparents. Les milieux transparents, du coup, on y revient, je disais, on a la cornée qui est en avant, couche externe. On a ensuite l'humeur aqueuse, donc qui est juste derrière. Le cristallin, qu'on va voir après en détail. Et ensuite l'humeur, gorge vitrée. Ça, je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube, ça découpe l'œil et tout, on voit super bien, c'est génial. 4 milieux transparents, chacun a sa particularité. La cornée, qu'est-ce qu'on retrouve dans la cornée? En fait, votre œil, au niveau du milieu transparent, on a dit tout à l'heure, les dioptres, c'est des milieux transparents. Vous savez, séparation entre deux milieux transparents. Du coup, on parle de ça là. Justement, on arrive sur des dioptres supérieurs, enfin, dioptres sous-jacents, on va dire. Votre œil entier, c'est un dioptre, qui en fait, c'est 60 dioptries. Et en fait, il est composé de 4 dioptres différents qui se retrouvent dans ces milieux. On a le dioptre cornéen postérieur, le dioptre cornéen antérieur, qui est important, c'est le plus important, qui fait 48 dioptries. Okay. On a le dioptre cristallinien postérieur, qui n'est pas très important, et le dioptre cristallinien antérieur, qui lui, c'est surtout lui, qui permet l'accommodation, on va voir juste après, et qui fait varier la puissance de votre œil. En fait, lui, dans le dioptre cornéen antérieur, il y a une puissance fixe. Pour le cristallin, il y a une puissance qui varie, selon l'accommodation ou non. Qu'est-ce que c'est l'accommodation? Ok. Alors, l'accommodation, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous permet de regarder un objet de près ou de loin. Quand je regarde mon téléphone, il est là, je le regarde, tout va bien. Plus je le rapproche, plus je force sur mon œil. Au bout d'un moment, je vois flou et je bouge. Ça, c'est l'accommodation. Ok. Donc, quand vous regardez les objets super loin, vous regardez un avion dans le ciel, vous n'accommodez pas, vous êtes au repos. Plus l'objet va se retrouver proche, plus votre œil va faire un effort pour le rendre net, il va faire un effort pour faire converger les lumières vers la rétine, sur la rétine, plus vous accommodez. C'est ce qui est représenté ici. Vous avez un arbre loin, on n'accommode pas. Un arbre qui se rapproche, vous avez les muscles ciliaires qui se contractent, votre cristallin qui du coup se bombe, et ça c'est l'accommodation pour voir ça net quand on le rapproche de nous. Là c'est D0, donc puissance au repos. Là c'est une puissance supérieure à la puissance du repos, vu que la puissance du coup augmente. Ok, quand on accommode, ce qu'il faut savoir, alors c'est pas très intuitif, quand on accommode, du coup, vous avez un muscle ciliaire qui est contracté, quand on n'accommode pas, vous avez un muscle ciliaire, donc ici, qui est relâché, mais vous avez par contre des fibres zonulaires ciliaires, donc qui rattachent le cristallin au muscle ciliaire, qui sont tendues. Donc en fait, les fibres sont tendues, elles sont tirées au max, et du coup, le muscle est tout flasque. À l'inverse, quand vous accommodez, les fibres sont toutes flasques, parce que le muscle s'épaissit et prend de la place. Ok, ça c'est à faire attention parce qu'on peut piéger sur ça. Ok, du coup, on arrive au point le plus important du cours. On revient sur les proximités. Vous savez, les proximités, c'est l'inverse de la distance orientée par rapport au sommet du dioptre haut. Pour chaque puissance dioptrique, on a toujours ce qu'on appelle un punctum remotum, donc un point remotum, et un punctum proximum, un point proximum. Quelqu'un l'a vu ça, en optique? Non. Du coup, qu'est-ce que c'est? Donc, le punctum remotum, c'est PR. Exactement. Le punctum proximum, c'est le point le plus près. Du coup, la proximité du remotum, c'est 1. Donc, il faut imaginer qu'il y a le sommet du dioptre.
O, c'est 1 sur OPR. Et la proximité du proximum, c'est 1 sur OPP. Toujours en distance orientée. Ça va? Qu'est-ce que c'est que ces points? En fait, c'est ce qui permet de savoir où se trouve votre plage de vision nette. Quand on prend votre œil ici, pour un œil qu'on dit hémétrope, donc un œil normal, où tout va bien, votre PR, il est situé à l'infini. En gros, vous n'avez pas de PR. Vous pouvez voir à l'infini. R, c'est 0. Exactement. Bravo, c'est bien. 1 sur OPR, vu que PR est à l'infini, 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc pour un œil hémétrope, votre R, il est égal à 0. Si dans un sujet, vous avez R égale 0, votre œil est hémétrope. Vous avez un PR qui n'est pas une distance finie. Et votre PP, c'est le point le plus près à partir duquel on voit. C'est-à-dire que si vous avez un objet qui est... Alors là, attention, pareil. Je vous disais tout à l'heure, quand on dit en avant de l'œil, c'est là, en arrière de l'œil, c'est là. Du coup, nuance. Si je vous dis en avant du PP, ça sera ici. Donc on le place au niveau de l'œil, en fait. Donc le PP est là. Si je dis en avant du PP, du coup, c'est ici. Si je dis en arrière du PP, c'est ici. Ça va, ça? Donc, faites attention parce qu'à chaque écurie, il y a des gens qui font faux parce qu'ils s'embrouillent. Donc, en avant du PP, c'est là, en arrière du PP, c'est ici. Du coup, si vous avez un objet qui est en avant du PP, en fait, vous le verrez flou. C'est le stade à partir duquel on commence à loucher. OK. Hop, hop, hop. OK. Ça va sur ça? Donc, bien le PR, c'est celui qui est loin, le PP, c'est celui qui est près. Ils sont à des distances finies. Du coup, entre le PR et le PP, c'est la plage de vision nette. Un objet qui est placé ici, entre ces deux-là, ou sur ces deux-là, il sera vu nettement. En avant, là, il sera vu. Et l'amplitude d'accommodation, ce qui permet de faire ça, donc c'est bien le cristallin, c'est le dioptre cristallinien antérieur qui va varier sa puissance, se bomber ou non. Ce qui permet de faire ça s'appelle l'amplitude d'accommodation, qui se note A, et c'est égal à la proximité du rémotum, donc R, donc 1 sur OPR, moins la proximité du proximum, 1 sur OPP. Attention, pour la proximité du rémotum, c'est R. Le punctum rémotum, c'est PR. Okay. Dans le cas où R est égal à 0, non, c'est négatif. Et bien du coup, A est égal à moins B. Okay. Dans l'œil hémétrope, A est égal à moins B. Oui. P, ça dépend de Ça dépend de chacun. La presbytie. Alors, ça, vous le retenez. Peu importe votre œil, peu importe comment il est, si vous avez une amplitude d'accommodation qui est inférieure à 3 dioptries, vous êtes presbyte. OK? Presbyte, qu'est-ce que c'est? C'est quand votre PP, il s'éloigne petit à petit. Plus votre PP s'éloigne, plus vous allez voir flou près. OK? Si votre PP est là, vous voyez net ici. Si votre PP est là, vous voyez net ici, etc., etc. Donc les presbytes, ce sont ceux qui voient mal de près, vu que le punctum proximum s'éloigne du point initial auquel il était. Ce n'est pas une maladie, c'est un processus physiologique qui apparaît à la 5e décade, donc vers 50 ans. Enfin, ça apparaît avant aussi, hein, mais souvent c'est 50 ans. C'est là où vraiment la presbytie commence à être majeure, et ce n'est pas une maladie, c'est vraiment quelque chose de physiologique, c'est normal de devenir presbyte. En fait, ils ont du mal à faire des focus sur... Exactement, c'est ça. Ils ont du mal à accommoder, le crâne a du mal à se bomber, il a du mal à faire converger sur la rétine. Parce que quand vous avez votre rétine qui est ici, avec votre œil comme ça, en fait, les points ils doivent converger comme ça. Et là, tu as un problème pour converger. Pas deux images, les deux, c'était un peu élargi en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est A inférieur à moins 3 dans tous les cas. Pour l'œil hémétrope, on a dit du coup que R égale à 0, vu que le PR est à l'infini, car OPR est à l'infini. Donc A est égal à moins P. Ok, ça, je reviens à ce qu'on a dit du coup. Pour l'œil hémétrope, A égale moins P. Et pour l'œil hémétrope, donc juste pour celui-là, hein, la presbytie est définie quand le OPP est supérieur à 33 cm. Donc en gros, si vous mettez un objet à moins de 33 cm et que vous le voyez flou, vous êtes presbyte pour un œil hémétrope. Pour un œil myope, pour un œil hyperope, enfin hypermétrope ou quoi, ça c'est plus vrai, ok? Cette valeur-là, elle concerne que l'œil hémétrope. Ok? Par contre, ça concerne tous les yeux. Peu importe votre pathologie ou quoi. Dans tous les cas, ça, vous êtes presbyte, vous n'avez pas. Ça va sur la presbytie? Ouais. Oui. Alors, la myopie.
La myopie, qu'est-ce que c'est? Donc là, j'avais un œil qui est du coup hémétrope. Vous regardez une pomme, les rayons convergent, hop, et en fait, ils forment la pomme ici, enfin bref, ils convergent sur la rétine. Ok? L'œil myope, en fait, les rayons convergent trop tôt et ils forment l'image en avant de la rétine. Vous voyez là, il y a l'espace. Du coup, votre image est formée avant la rétine. Ok? Ça, c'est pourquoi, si vous formez un objet avant la rétine, ça veut dire que vos rayons ont convergé trop tôt, donc ils ont convergé trop vite, trop fort. Un œil myope, c'est un œil qui est trop convergent, ou alors trop long, et du coup a un excès de puissance. Rappelez-vous, les yeux convergents, enfin les diodes convergents, c'est D supérieur à 0. Du coup, un excès de puissance, vous êtes trop supérieur à 0, vous allez converger trop tôt et faire l'image avant la rétine. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la myopie? Le PR n'est plus à l'infini. Dès que vous avez un PR qui n'est plus à l'infini, on parle d'amétropie sphérique. Donc vous avez un problème au niveau de votre œil qui sera soit myopie, soit hypermétropie. Donc dès que le PR n'est plus à l'infini, on n'est plus dans le cas de l'hémétrope. Et du coup, pour la myopie, on a une mauvaise vision de loin. Pourquoi? Parce que du coup, le R qui n'est plus à l'infini, il est toujours en avant de l'œil, mais il n'est plus là n'importe où. Il a une distance finie en avant de l'œil. Du coup, la proximité du rémotum, on se le refait, 1 sur OPR orienté est égal à 1 sur moins quelque chose, vu que la distance OR, elle est comme ça, OPR, elle est comme ça. Donc 1 sur moins, ça sera forcément inférieur à 0. OK? Donc le R inférieur à 0, c'est pour la myopie. Et le P, lui, le PP, il sera toujours en avant de l'œil. Par contre, petite nuance, dans la myopie, le punctum remotum, qui était de base ici, il se rapproche de votre œil. Du coup, dans la myopie, on perd la vision de loin, mais on gagne un petit peu de vision de près. Ok, pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Le punctum proximum se rapproche de votre œil. Du coup, vous voyez mieux près. Oui, du coup, est-ce que la myopie, on peut dire que ça entre guillemets, se soigne avec l'âge? Parce que du coup, avec l'âge, on a la presbytie. Du coup, la presbytie, ça va redéplacer le. Oui, oui. C'est un petit détail. En fait, un œil hémétrope, il sera plus touché par la presbytie qu'un œil myope. Parce que voilà, l'œil hémétrope, du coup, s'il est presbyte, ça va se décaler comme ça, et ça va être mauvais, alors que l'œil myope, plus il va vieillir, du coup, plus ce PP va revenir à un endroit normal et ça va se soigner. Bon, en vrai, c'est bien d'avoir un PP proche de son œil. Mais pas raison. Ok, donc myopie, il faut retenir vraiment ça. La proximité du rémotum inférieure à 0, proximité du proximum inférieure à 0. Et les deux punctums sont réels. Pourquoi? Parce que ce sont des points qui sont en avant de l'œil, que l'on peut voir. Ils sont réels, ils ne sont pas en arrière de l'œil. Dans la myopie, on aura toujours cette plage verte, vu que les deux sont réels en avant de l'œil, on aura toujours une plage de vision nette. Ok? Ça sera différent de l'hypermétropie. Comment on corrige la myopie? Soit on met des lentilles de contact qui seront du coup divergentes, vu que comme l'œil est trop convergent, on veut faire écarter les rayons, donc on va mettre une lentille qui est divergente, qui est de forme comme ça. Hop, voilà. Donc là, du coup, ça va faire l'image un peu plus tard, donc bien sur la rétine. Donc soit une lentille divergente, soit on utilise un verre de lunettes divergent. Par contre, on utilise un verre de lunettes divergent. Quand on a une lentille, la lentille elle est collée à notre œil. Donc pas de souci, on met la lentille, il n'y a pas de problème. Quand on met des lunettes, du coup, c'est forcément un petit peu décalé par rapport au sommet de l'œil. Ok. Du coup, il faut surcorriger. Parce qu'il faut ramener la distance qui est ici, entre le sommet de l'œil et le verre. Donc dans la myopie, on utilise des lentilles, des verres divergents, mais aussi on va surcorriger pour compenser cet écart entre le sommet du verre et le sommet de l'œil. Ça marche? Est-ce que ça va sur la myopie? Quelqu'un dit non? Retenez bien ça. Okay. Et du coup, la situation inverse à peu près, c'est l'hypermétropie. L'hypermétropie, du coup, c'est tout l'inverse. L'œil n'est pas assez convergent, ou alors il est trop court. Il a un défaut de puissance. Du coup, une mauvaise vision de près. Ça, je reviens juste après. Du coup, ça donne ça. L'image se forme derrière la rétine, okay, parce qu'il n'est pas assez convergent, il ne converge pas assez tôt. Et du coup, là, le PR
il n'est plus à l'infini, certes, mais le PR, il est renvoyé en arrière de l'œil. Avant, il était ici, ou à l'infini. Là, il y a un gros souci, je ne sais pas comment ça se fait, il arrive ici, carrément derrière votre œil. Et là, c'est problématique. Parce que du coup, votre P, comme dans la myopie, il reste réel. Votre quantum proximum est bien réel. Il est en avant de l'œil. On aura un quantum proximum, enfin, la proximité du proximum inférieure à 0. Le PR, du coup, 1 sur OPR, vu que ça va dans ce sens, ça fait 1 sur positif. Du coup, votre proximité du rémotum est positive. Donc, vous avez un R positif. Si vous avez une proximité du rémotum positif, vous êtes fermé. Si vous avez une proximité du rémotum négatif, vous êtes myope. Ouais. Et du coup, la plage de vision nette à partir de PP, ça va jusqu'à où? Pour l'hypermétropie? Oui, pour l'hypermétropie. Bah, du coup, c'est ça le problème, c'est que dans l'hypermétropie, on n'a plus de plage de... Enfin, on a possiblement plus de plage de vision nette. Comment ça se fait? En gros, votre œil hypermétrope, pour compenser ça, il va tout le temps accommoder. Quelqu'un d'hypermétrope, il va accommoder au maximum. Il y a un gros détail dans le cours qui est de la démonstration pure et simple. Mais du coup, en accommodant au maximum, votre œil hypermétrope, il ramène lui ici. C'est ce qui se passe dans la réalité. Okay, mais il accommode tout le temps. C'est pour ça que les hypermétropes sont souvent fatigués, compagnie. Du coup, il fait ça. Sauf que le souci, c'est qu'il y a deux cas de figure. Rappelez-vous, A est égal R moins P. Du coup, P est égal R moins A. Okay, du coup, on a deux cas de figure. Soit R est inférieur à A. Si R est inférieur à A, du coup, vous aurez, je vais dire des bêtises là, R est inférieur à A, vous aurez un P inférieur à 0. Vous me suivez ou pas? Si R est inférieur à A, c'est bon. P est inférieur à 0. Si P est inférieur à 0, ça veut dire que le quantum proximum est en avant de l'œil. Ça veut dire que votre œil il a ramené PR. Hop. Votre PP est là. Vous aurez une plage de vision nette en accommodant. Par contre, si dans les calculs ou dans l'énoncé, il y a écrit que R est supérieur à A, ici, donc lui est inférieur, vous aurez un P qui sera supérieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire P supérieur à 0? Ça veut dire que lui, en fait, même lui, il sera quelque part ici. Si PP est aussi en arrière de l'œil, là, vous n'avez plus de plage de vision nette. Vous avez un souci, vous ne pouvez plus le voir, en fait. Okay, donc là, forcément, il va y avoir des lunettes super géniales et qui vont vous ramener les deux ici. Okay, ça, c'est purement mathématique. Si vous retenez la formule A est égal à R moins P, vous la tournez en mathématiques, hop, 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 P est égal à R moins A. Et là, il faut se trouver si R est supérieur ou inférieur à A. Et vous saurez si l'hypermétrope aura une plage de vision nette ou pas. Le myope a toujours une plage de vision nette, parce que les deux sont réels en avant, même s'ils sont à des distances finies. Alors que l'hypermétrope, il aura, oui ou non, une plage de vision nette, mais toujours au prix d'une accommodation permanente. Ça va? Inverse, du coup, pour corriger l'hypermétropie, qu'est-ce qu'on utilise? Une lentille convergente qui est bombée, un peu comme le cristallin. Et du coup, par rapport à l'œil, enfin, si vous le mettez ici comme ça, il est bombé. Du coup, en fait, là, on va sous-corriger parce que c'est beaucoup plus proche du sommet de l'œil que pour la divergence. Enfin, c'est l'inverse. OK? Et voilà, on arrive à la fin. Je ne ferai pas la fin, ça sert à rien. Correction de l'amétropie. Donc, amétropie sphérique, c'est hypermétropie, myopie. La vergence de votre verre ou de votre lentille, la correction qu'on applique, c'est la vergence qu'on note V. Et cette vergence doit être égale à la proximité du rémotum. Okay, donc, si vous êtes myope avec R moins 3 dioptries, on vous mettra des verres de vergence moins 3 dioptries. Et il faut bien garder le signe. Si c'est moins 3, c'est moins 3. Si c'est plus 3, c'est plus 3. Ça fait toute la différence. Okay, donc, R, c'est le 2. En fait, du coup, quand vous avez une amétropie, pour savoir à quel point vous êtes amétrope, on regarde R, le degré d'amétropie. C'est ce R, cette proximité du rémotum, qui donne le degré d'amétropie, et pas le P. Et du coup, on peut soit donner des verres, des lentilles ou des verres de lunettes, soit faire de la chirurgie de la cornée, en changeant la puissance dioptrique. On peut directement influer du coup sur la convergence ou non de votre œil. Ça, c'est avec des lasers eximères qui vont carrément enlever une partie de votre cornée, ou des lasers LASIK ou infrastromales
qui vont avoir une action en profondeur en allant taper dans la rétine et en diminuant ou pas l'épaisseur de votre épithélium rétinien. Voilà, ça c'est vraiment du détail, mais excimer, ça vous enlève de la matière en fait, et la ZIC, ça vous diminue en intrastromale. Quand on est myope, comment le R il peut être positif? Il ne sera pas positif, il sera négatif. Ok. R, c'est négatif. R est positif quand il est hypermétrope. Et R est positif quand il est hypermétrope, ouais. Dans tous les cas, il faut retenir ça. Myopie, c'est R. Bah, carrément, en fait, c'est myopie, c'est R et P inférieur à 0. Ça, c'est myopie. Oui. Hypermétrope, c'est R supérieur à 0 et P, on ne sait pas en fait. Ça sera souvent inférieur à 0. On a les deux, myope et hypermétrope. Je ne sais pas. Comment on fait? C'est la merde. Franchement, tu fais un effort. Voilà. Je ne sais pas du tout. On n'a pas vu dans le cours. Donc après, j'ai pas trop fait de recherche en plus, c'est chiant. Tu n'aimes pas trop le prof, non? Lui non, ça va, il est gentil. Non, ça va, ouais. Non, pour le QCM. Ah, t'as fait le QCM? Ouais, j'ai regardé. Non, en vrai, il est sympa. Enfin, il est un peu méchant sur les questions. Mais il fait des bons cours, hein. Franchement, il fait des bons cours. Quelle heure est-il? Ok, du coup, personne n'a fait les QCM? Non. Ok. Alors, on y va. Je vais essayer de ne pas dire de conneries, parce que en vrai, c'est pas si simple non plus. Votre futur prof, du coup, monsieur Taïeb, a une proximité du rémotum moins 4 dioptries. Donc, comment on fait? Proximité du rémotum, R, moins 4 dioptries. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le degré d'amétropie. Vous êtes quelque chose, moins 4 dioptries. Comme le R est inférieur à 0, on sait direct que M. Taïeb est myope. Donc lui, il est myope, c'est sûr. Il galère à avoir une amplitude d'accommodation, A, du coup, c'est l'amplitude d'accommodation. A est égal, j'ai mis 1 dioptrie. A inférieur à 3D. Très bien. Donc, lui, on sait déjà qu'il est myope à moins 4 dioptries. Et comme c'est inférieur à 3D, l'amplitude, il est presbyte. OK? Il faut fonctionner comme ça. Du coup, il galère à voir de loin. oui. Ouais, parce qu'il est myope. Il est presbyte. Parce qu'il est assez vite quand même le bas. Oui ou pas? Ouais. Il a la chance de posséder une page de vision nette. Oui. Non. Il a une page de vision nette, mais elle est plus petite que celui qui a une vision parfaite. Exactement. Tous les myopes, ils ont une plage de vision nette. Parce que vous avez votre axe, un PR qui est en avant de l'œil et un PP qui est en avant de l'œil. Vous avez forcément, peu importe si elle diminue ou pas, vous avez forcément une plage de vision nette. Donc, vrai. Son PR est situé à 0,25 m en arrière de l'œil. Donc, c'est là qu'il faut. Je ne vais pas faire le plus, parce que c'est long. Hein. On le fait ensemble, ça je vous explique comment ça marche. Et ça, pour le coup, refaites-le quand vous avez le temps et que vous avez envie. Il faut vraiment s'entraîner à faire les calculs. Du coup, son. Oh, j'ai effacé comme un con. C'était moins 4D et 1D. Hop. Moins 4D. Donc, R moins 4D. Pour savoir la distance PR, enfin, où est son PR, on fait du coup R est égal à 1 égale R sur OPR. C'est PR qui est égal à 1. La proximité du rémotum, R, oui, okay, est égal à moins 4 dioptries. Du coup, R, c'est égal à la proximité, donc c'est 1 sur la distance orientée OPR. Okay. Du coup, on inverse, donc ça fait OPR orienté, c'est égal à 1 sur moins 4. C'est égal à moins 0,25, mais comme c'est en arrière, donc c'est bon. Moins 0,25, attention, c'est toujours en mètres qu'on exprime. Donc mètres. Du coup, ça fait combien de centimètres? Ça fait 0,25. C'est toujours 0,25 mètres. Ça fait 25 cm. Moins 25 cm. Ça veut dire que votre PR, si votre œil est là, hop, votre PR, il est à, dans ce sens-là, bien sûr, parce que c'est moins, il est à 25 cm. Donc, son PR est à 0,25 m en arrière de l'œil. C'est faux. Donc, du coup, il est en avant de l'œil. Et son PP. Ah oui, là, j'étais sur le PR, je pense. Du coup, non, c'est bon, c'était PP. Hein. Donc voilà, du coup, son PR, il est bien à moins 0,25 m, donc c'est en avant de l'œil. Et du coup, le PP, donc là, il faut faire encore plus de calculs. On refait la démarche. R-A. A est égal à R moins P. Du coup, P est égal à R moins A. R moins A. Donc
Donc 0,25. Là, c'est la proximité. Donc c'est moins 4. Moins. Pourquoi on prend moins 4? C'est moins 5. Dioptrie. Ok, c'est un peu chaud au début, je vous d'accord. Mais après, ça va. On prend les proximités. Ah, ok. Dans la formule de l'amplitude. Et ensuite, on change avec le 1 sur. Et après, tu fais des conversions. Donc Donc là, ça fait 0,2. on a trouvé P moins 5. Du coup, OPP. Moins 1 cinquième. C'est ça, ça fait. Du coup, ça fait moins 0,2. 0,2 mètres, du coup, en avant. Et là, c'est bon. C'est faux, parce que c'est en centimètres. Non, là, c'est en centimètres. Et voilà, vous avez trouvé le piège, c'est en centimètres, du coup, c'est en. Ça va? Alors, du coup, ça, je vous invite vraiment à le. Il y a 2 QCM encore derrière. Je vous invite vraiment à le faire, à essayer de vous entraîner parce que c'est pas simple au début. Mais après, une fois que vous avez compris, vous posez à chaque fois vos conditions. Vous mettez directement toutes les données que vous avez. Donc, le R est égal à quoi? Le A est égal à quoi? Du coup, si c'est négatif, il est forcément myope. Inférieur à 3D, il est presque vide. Quand vous posez tout comme ça, après, ça se défile doucement, doucement. Et faites juste attention aux putains d'unités qui font toujours des pièges. Toujours des pièges en numéro 3. Ouais. Juste pour la formule, c'est OPR avec une barre au-dessus. Mais si on ne met pas une barre, et genre dans le QCM, c'est un vecteur. Tu n'auras pas de vecteur. Non, mais comme piège. S'ils mettent un. Ah non, tu n'auras pas de vecteur comme ça. Non, mais même dans tous les cas, dans tous les QCM, de toute façon, il faut parler en sciences orientées. Tu mettras forcément la barre. Tu ne mettras pas de vecteur. Par contre, vous, attention. Ah oui, pareil. Alors, souvent, il y en a qui font faux à ça. Je reviens dessus, même si, bon, voilà. Si vous avez ça, avec ça fait combien? Ça fait moins 2. On est d'accord, hein? Oui. Ben ça, je vous assure qu'il y en a plein qui font faux. Mais alors vraiment plein. Et c'est dommage parce que c'est une règle à la con qui nous suit depuis je ne sais pas quelle classe. Et faire faux là, c'est dommage. Donc attention aux règles de signe avec le moins qui fait tout en chier là. Ok, du coup, il reste 2 questions. On ne les fera pas, vous les ferez plus tard. La fin du cours, ça, astigmatisme, il y a quelques trucs dessus. Regardez-le, mais ne la. Enfin, je sais que là, vous ne faites pas les cours à fond, mais ne l'apprenez pas parce que normalement, ce n'est pas votre programme. Ils l'ont enlevé cette année, donc je pense qu'il n'y aura pas ça l'année prochaine. Voilà. Oui. Juste une question. Le jour du concours, Ouais. on a des feuilles de calcul, on a de quoi écrire? Non. Tu as ton sujet et tu écris sur le côté. Il n'y a pas de brouillon. Pas de brouillon. Ouais, tu peux écrire sur la. Le passage écran s'est arrêté qu'à la fenêtre. Ouais, non, c'est bon. Hop. Alors, donc je vous garde encore un petit peu. Bon, c'était prévisible qu'on allait mettre du temps, vu que vous ne l'avez pas fait, c'était normal. Dan m'excusera. Alors, pardon, je vais remettre ça. On prend le paysage spectrométrie ou le laser? Spectrométrie optique. Laser, on ne le fera pas. Regardez, enfin, ouais, regardez-le quoi. Alors, spectrométrie optique. Donc, j'essaye de vous lâcher à 12h15 du coup. Je vais aller un peu vite, c'est pour vous en parler un petit peu quand même, sachant que la fin, elle est un peu abstraite, donc c'est pour ça que j'aime pas trop ce cours. Je préfère faire du E5 comme Daniel. Spectrométrie optique, qu'est-ce que c'est? Rien à voir avec l'optique. Hein. On m'a dit de faire ça, mais c'est pas très lié. Spectrométrie optique, c'est l'étude de l'interaction de la matière avec le rayonnement électromagnétique. Donc, vous commencez à avoir ce mot qui se rabâche tout le temps là. Rayonnement électromagnétique, ça se propage même dans le vide, pas besoin d'un milieu matériel comme les rayonnements mécaniques. Donc, quand on met la matière et qu'on envoie de la lumière dessus, ça nous donne des spectres. Vous vous rappelez, vous avez fait un petit topo sur les spectres. Vous avez les spectres d'absorption et les spectres d'émission. C'est ça qu'on va voir un petit peu ici. Qu'est-ce que ça nous permet de savoir la spectrométrie optique? Ça nous permet de connaître l'état énergétique de la matière, la nature des transitions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en fait quand ça va s'exciter ou se désexciter, comme dans le cas de la RMN, rappelez-vous. Ça nous permet de savoir les interactions que la matière fait avec son environnement, de savoir dans la matière où se trouvent plus les électrons, où se trouvent plus les atomes, etc. Et de connaître les liaisons, donc ici elles sont doubles, triples, etc. Ça fait un peu lien avec la RMN, ça fait un peu lien avec les courses des atomes, ça fait un peu lien avec tout. Un gros tableau qui reprend des unités fondamentales à connaître. Donc, à la limite, cette. Ouais, ça. Donc, l'énergie E s'exprime en joules. La fréquence nu, c'est un V un peu bizarre, s'exprime en Hertz ou en seconde moins 1. La longueur d'onde lambda s'écrit dans le système SI
en mètres, mais nous, on utilise souvent il est où, nanomètre, qui est égal à 10-9 mètres. Ça, pas très important. Voilà. L'énergie s'exprime aussi souvent en électronvolts. Un électronvolt, c'est 1,6 10-19 joules, du coup. Ça, on s'en fout un peu. Ça, on s'en fout un peu. Et ça, c'est super important. Vous avez dit que, vous avez dit dans je ne sais plus quel cours, que les ondes électromagnétiques, ce sont des ondes qui sont, enfin, on retrouve une dualité corpusculaire et ondulatoire. Corpusculaire, ça détermine l'énergie, en gros, et ondulatoire, ça fait référence à la fréquence, à la longueur d'onde. D'où la formule de Max Planck qui dit que l'énergie d'une onde électromagnétique, c'est égal à la constante de Planck, qui n'est pas à connaître normalement, fois la fréquence nue, qui est égale, ça vous devez bien le connaître, à h fois la célérité de la lumière sur la longueur d'onde, qui est égale aussi par extension sur nombre d'ondes, vu que si vous faites l'analogie, blablabla, on s'en fout. Du coup, l'énergie, c'est proportionnel à h, mais c'est inversement proportionnel à la longueur d'onde. Ça, je vous l'avais dit. Plus la longueur d'onde augmente, plus l'énergie est faible. Okay, ça, c'est vraiment super important. J'insiste parce qu'il y a toujours des fois. Donc ça, cette formule, elle est vraiment à connaître sur toute cette partie-là, en fait. Vous venez surtout sur tout ça. Ok, et ça, en fait, c'est pour ça qu'il y a vraiment les deux parties. Il y a vraiment la partie corpusculaire avec, du coup, vous savez, la lumière, c'est des photons, des amas de photons qui portent de l'énergie. Donc ça, c'est l'aspect corpusculaire. Et l'aspect ondulatoire, c'est vraiment au niveau du lambda, avec la fréquence et la longueur d'onde. Bon, ça, c'était vraiment des formules à connaître. Il n'y a pas de calcul dessus. Ça, je vous l'avais montré la dernière fois. Vous vous en rappelez? Je vous l'avais montré. Il y a une faute ici. Le visible, de 400 à 800 nanomètres. Le visible, c'est ça. Du coup, le 800, il est ici. Vous avez infrarouge, micro-ondes, ondes radio. Le visible, ultraviolet, rayon X, rayon gamma. Dans les UV, vous avez plusieurs parties. Vous avez les UV proches qui sont de 250 à 400. Les UV lointains de 170 à 250. Du coup, plus on va vers une longueur d'onde grande, plus l'énergie est basse. Plus on va vers une longueur d'onde petite, plus l'énergie est grande. Et ça, c'est par rapport au E égale HC sur lambda. Et à 91,3 nanomètres, c'est la limite à partir duquel on considère un rayonnement ionisant ou non. C'est-à-dire que tout ce qui est supérieur à 91,3, c'est non ionisant. Donc, on va dire pas trop énergétique. Tout ce qui est inférieur à 91,3 nanomètres, on va vers là. Du coup, tout ce qui est là, c'est très ionisant. On retrouve bien rayon X dans les radios et rayon gamma dans la scintigraphie qui permet de voir votre métabolisme, notamment osseux, pour voir vos métastases en cas de cancer. Et rayon X, c'est pour les scanners et radiographie. Thorax et tout. Ça va, ça c'est super important. Vous avez bien les grandes flèches orange. Je parle vite, je suis désolé. Mais... donc, vous avez 6 types d'interactions au niveau de la lumière avec la matière. Ça, peut-être que vous l'avez vu. Diffraction, vous l'avez vu? Oui. Ouais, voilà. Parce qu'on fait passer par une fente et tout, c'était des trucs super nuls et pas intéressants là. Ça nous fait des petites taches. Vous avez la réflexion. Donc, c'est quand vraiment vous avez un milieu et ça retape vers l'autre. Vous avez la réfraction, ce que je disais tout à l'heure. Quand on regarde dans l'eau, vous avez un rayon incident qui sera un peu dévié par rapport au N. Et du coup, rappelez-vous, le N, c'est C sur V. Et ensuite, vous avez la diffusion, c'est un rayon qui va en donner plein d'autres. Ça, en gros, on s'en fout. Et nous, on parle de ça. Vous avez l'absorption et l'émission. L'absorption, c'est quand vous avez votre diagramme énergétique avec votre premier niveau, votre deuxième niveau et peut-être d'autres. Vous avez un électron, il va faire, rappel avec orbital et tout, il va faire des sauts quantiques, c'est excité en gros. Et du coup, quand on envoie un photon qui est d'énergie exactement égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux, l'électron va s'exciter, il va monter dans ce niveau-là. Dans ce niveau-là, il est excité, il va spontanément se désexciter et redescendre, ici. En se désexcitant, il va émettre un photon, et du coup, c'est là la distinction. Quand on absorbe le photon, du coup, on a deux bases, une lumière. Si on envoie un photon, ce photon va absorber les traits de lumière qui lui correspondent, ça va donner un spectre d'absorption. À l'inverse, un électron, quand il se désexcite, l'atome va émettre un photon. Ce photon va émettre les traits de lumière qui correspondent à cette transition-là, qui sont ici, là, donc spectre d'émission. Et du coup,
pour un même changement, pour un même saut quantique, pour une même transition énergétique, le diagramme d'absorption correspond exactement au diagramme d'émission. OK? Ça, je crois qu'il y a pas mal de vidéos ou quoi qui expliquent bien ça, qui comprennent bien les choses. Pas mal. Hop. Alors, ça, on s'en fiche parce que c'est plus au programme, je crois. Juste pour vous dire que l'énergie de l'électron est quantifiée par des niveaux d'énergie. Ouais, par des niveaux d'énergie, ne prend que des valeurs discrètes, discontinues, et ne dépend que de la valeur du nombre n, nombre quantique principal, vous vous en rappelez, parce que la formule c'est celle-là, moins RH sur n carré, ça dépend que de n, et du coup ça prend bien des valeurs précises. Vous vous rappelez de ça? Pour monter d'un niveau à un autre, il faut vraiment envoyer des niveaux d'énergie précis, et pas n'importe lesquels, pour faire les transitions. Ça, vous en foutez, c'est plus au programme. Ça aussi, c'est plus au programme, donc on s'en. Enfin, ça a été enlevé cette année, mais c'est possible que ça retombe l'année prochaine. En passe-passesse, des fois, les profs viennent à l'autre, ils enlèvent un truc, ils en rajoutent un autre, ils le remettent, enfin voilà, ça change un peu. Mais ça, c'est juste pour vous dire, pour parler vite fait, il y a une expérience qui montre la correspondance entre émission et absorption au niveau d'une transition électronique. C'est une expérience de Kirchhoff, qui montre que, en gros, quand on fait l'expérience du sodium, quand on voit la lumière sur un sodium, pour un certain niveau, il va émettre, enfin, les photons envoyés vont absorber. Les photons absorbés vont absorber 2 raies jaunes, du coup, et du coup, l'émission, dans le sens inverse, ça va émettre 2 raies jaunes. Et ça montre bien la correspondance entre les deux. C'est pas dans la mer. Un atome ne peut absorber que les photons qu'il est capable d'émettre parce qu'il y a bien cette correspondance avec la loi de Kirchhoff. Alors là, pareil, je me tape tous les cours où c'est dur à expliquer vu que les profs s'en battent les couilles et que ils n'expliquent pas bien, quoi. Du coup, accrochez-vous et ne posez pas trop de questions, c'est vraiment abstrait. Et même j'ai essayé de chercher hier en faisant un fond des illustrations et tout sur Internet, donc vraiment c'est vraiment super abstrait, donc c'est vraiment dur de vous décrire. Mais bon. Du coup, au niveau de l'absorption des rayonnements électromagnétiques. Donc, on prend la matière, on va envoyer des rayonnements dessus, et on va voir qu'est-ce que ça absorbe. Et du coup, l'absorption va la représenter sous forme de diagramme particulier. Okay, si on fait cette expérience au niveau d'un atome isolé, donc on prend un atome de carbone. Voilà. Là, c'est un atome de carbone. On envoie de la lumière dessus. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un atome tout seul. Okay, donc, il n'a pas d'interaction avec l'environnement, avec l'environnement si, mais pas d'interaction avec d'autres molécules, d'autres atomes, rien du tout. Du coup, l'absorption des rayonnements électromagnétiques ne va dépendre que de la configuration électronique de cet atome. C'est-à-dire qu'il va dépendre que des électrons autour de cet atome. On va parler uniquement de transition, du coup, électronique. Ça, c'est pour un atome qui est isolé tout seul, pas en interaction avec d'autres trucs. Du coup, ça ne va dépendre que, rappelez-vous, il y a plusieurs orbitales, plusieurs couches. Vous avez les électrons qui sont internes, les électrons qui sont un peu plus externes. Du coup, cette interaction ne va se faire que sur les électrons qui sont externes, périphériques, sur la couche N la plus grande. Rappelez-vous, orbitale et tout. Du coup, au niveau d'un atome isolé, l'absorption des rayonnements électromagnétiques va donner des spectres de raies discontinues qui sont des transitions. Donc, en gros, quand on fait cette expérience-là, on obtient ce diagramme-là qui nous décrit combien de photons sont absorbés par rapport au nombre d'ondes. En gros, ici, c'est un dérivé de la longueur d'onde. Hein. C'est pareil. C'est pas 1 sur la... N, c'est 1 sur l'onde. On met N parce que c'est plus simple à lire, mais en vrai, c'est lié. Du coup, par rapport à la longueur d'onde qu'on envoie, on regarde le nombre de photons absorbés. Et du coup, on obtient pour un atome isolé ce genre de diagramme avec plusieurs traits comme ça, qu'on appelle des raies. C'est des spectres de raies qui dépendent du coup de la longueur d'onde et du nombre de photons absorbés. Et du coup, ces raies sont discontinues. Ce sont bien des raies qui sont indépendantes les unes des autres. Et chaque raie correspond à une transition d'un état à un autre. Soit là, ou comme ça. Ok, ça, c'est pour un atome. Du coup, on n'étudie que les électrons périphériques, que ce qui se passe au niveau des électrons. Quand on passe, donc là encore, ça va. Mais quand on passe à ça, ça ne va pas.
quand on parle d'une molécule isolée à l'état gazeux. Donc là, on est sur une molécule. Donc, par exemple, on est sur de l'H2O, comme ça. Okay. L'oxygène et l'hydrogène et tout, ils vont interagir entre eux. Il va se passer plein de trucs, il va y avoir de l'électronégativité, il va y avoir des sauts quantiques, enfin plein de choses différentes. Il va y avoir la perturbation au niveau du milieu dans lequel elle est. Bon, alors là, elle est isolée, c'est-à-dire qu'elle est vraiment toute seule, hein, avec d'autres trucs. Mais ça va interagir entre eux. Du coup, là, on n'aura plus un système juste de raies avec juste des transitions électroniques. On aura un système de raies, donc des transitions électroniques, mais avec un système de bandes discontinues. On va voir ce que c'est. Donc, au niveau d'une molécule, quand on va envoyer une lumière dessus, on ne va plus avoir que des énergies transitionnelles électroniques. On va avoir plusieurs types d'énergie, qui sont les énergies de translation T, énergie de orientation, énergie de... C'est les trois là qui sont importants. Rotation, vibration, et là je me suis trompé, du coup c'est électronique. Ok. C'est surtout, en fait au niveau de ça, il se passe tout ça. Ça bouge, ça tourne, ça s'oriente, ça vibre, et ça grille électrique. Hop. Du coup, au niveau des diagrammes, donc l'énergie là, E1, E2, qu'est-ce qui se passe? On a des niveaux électroniques, donc c'est ce que j'ai présenté là, qui séparent deux niveaux. Du coup, là, on va dire qu'il y a un électronvolt entre les deux. Mais dans chaque niveau électronique, on a plusieurs niveaux vibrationnels. V1, V2, V3, V4, etc. Et là, c'est de l'ordre du dixième d'électronvolt. C'est une énergie un peu plus petite. Et dans chaque niveau vibrationnel, ou dans chaque vibration, en gros, fait aussi tourner la molécule ou l'atome. Donc, dans chaque niveau vibrationnel, on a plusieurs niveaux rotationnels qui sont de l'ordre du centième électronvolt. Donc, en gros, si on envoie une énergie toute fine, une lumière avec peu d'énergie, par exemple là, on va juste faire tourner les atomes. Si on envoie une énergie qui sera de l'ordre du 1 électronvolt, par exemple, donc 10 électronvolts, 9 électronvolts, là, on va impacter sur les transitions électroniques, donc on va forcément faire bouger des électrons à différents niveaux d'énergie. Et du coup, en faisant bouger les électrons comme ça, on va forcément faire vibrer la molécule, mais aussi la faire tourner. OK? Donc ça, au niveau des équivalences, à peu près, l'électronvolt, le centième d'électronvolt, ça correspond aux infrarouges moyens. Les infrarouges moyens, souvenez-vous, la frise, c'est ceux qui étaient plus vers la droite. Plus on va vers la droite, moins c'est énergétique. Du coup, les infrarouges moyens donnent à peu près ça. Donc, quand on envoie des infrarouges moyens sur une molécule de gaz isolée, alors du coup, je dis de la merde, hein, parce que molécule de gaz, je parlais. Du coup, H2O comme ça, c'est pas une molécule gazeuse. Hein. Donc, quand on envoie ça sur ça, on aura juste des rotations pures. On va toucher juste ça. Mais en touchant juste ça, du coup, on n'impacte pas sur la vibration et l'électrique. Par contre, quand on envoie des IR proches, les IR moyens, en gros, sont vers là, les IR proches sont un peu plus vers la gauche, donc plus énergétiques. On sera à ce niveau-là. Ça va donner des spectres, du coup, qui seront, vous en faites un spectre. On va avoir des rotations avec des vibrations, parce qu'en faisant vibrer, on fait tourner. Okay, donc ça, c'est les équivalences. Et en fait, qu'est-ce que ça donne au niveau... Alors, on va passer d'abord à ça. Non, qu'est-ce que ça donne au niveau du diagramme? Donc, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est là que c'est vachement pas intuitif, je trouve. Ça nous donne un spectre. Donc, on s'en va des IR, et là, on parle si on envoie des UV ou de la lumière visible, qui sont du coup plus énergétiques que les IR, hein, parce qu'ils sont plus à gauche dans la frise. Okay, donc, si on envoie des UV ou du visible, c'est beaucoup plus énergétique, et on va directement toucher ça. En touchant ça, on va provoquer ça, et provoquer ça. Et du coup, ça nous donne ce truc dégueulasse. Ça nous donne un spectre dit électronique, qui va regrouper de la vibration et de la rotation. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste par un système de bandes. En gros, on retrouve un système de raies discontinu, comme dans le cas de l'atome isolé. Okay, donc ça va dépendre en gros de l'énergie électronique. Okay. Hop, je dis de la merde là. Ça va dépendre de l'énergie de rotation, parce que du coup, si on fait aussi qu'une énergie de rotation ici, si on touche que à ce niveau-là, on obtient aussi des raies. C'est là que c'est un peu compliqué à comprendre. Et on obtient par l'énergie de vibration. L'énergie de vibration, vu qu'elle fait de la vibration,
et de la rotation, du coup, on obtient un système de bandes. Et en fait, un système de bandes, c'est quoi? Ce sont des raies qui se font suite. Et en fait, il faut imaginer que ça trace un truc comme ça. Vous voyez, en fait, là, vous avez des raies qui se répètent. Vous avez une espèce de suite logique. Alors que tout à l'heure, c'était un peu des raies discontinues complètement indépendantes. Là, ce sont des raies qui sont dépendantes, qui se rapprochent au fur et à mesure que l'énergie augmente. Et du coup, ça fait des systèmes de bandes qu'on peut relier comme ça. Donc, c'est des raies mélangées avec des bandes qui, du coup, se répètent. Ça nous donne un système de bandes. Et ce système de bandes, c'est caractéristique du spectre électronique qu'on retrouve en envoyant des UV et du visible. Et quand on envoie une énergie qui est beaucoup trop grande, on arrive à un moment où les raies vont carrément se coller, où les bandes vont complètement fusionner à force de se rapprocher, et on arrive à une dissociation totale de la molécule isolée à l'état gazeux, une dissociation qui se manifeste par un regroupement de tout ça, en fait, ça se condense complètement, et cette dissociation, c'est ce qu'on appelle la photolyse. Photo pour lumière, donc envoyant trop de lumière, photo, lyse, on sépare. Ça, c'est un phénomène qui est non ionisant, c'est-à-dire qu'en faisant ça, on ne va pas pour autant créer des ions. Okay, c'est différent de du coup, la cassure ionique. Donc c'est non ionisant, ça. Quelque chose de ionisant, par exemple, c'est la radiolyse. On envoie des ondes radio qui vont scinder quelque chose, ça va être quelque chose qui va provoquer des ions. Ça va engendrer des ions. OK? Ça, OK. Voilà. Et du coup, si on zoome sur ces bandes, en zoomant sur ces bandes, on obtient ça. Alors du coup, là, je vous enlève ça. Ça, on s'en fout, parce que c'est plus détaillé. On revient sur le rappel de ça. L'énergie, c'est égal à Hs sur lambda. Du coup, quand l'énergie augmente, lambda diminue. En fait, quand on zoome sur ces bandes, qui sont un regroupement de raies, on peut décrire différentes choses. Et ça, pour le coup, c'est à connaître vraiment. Selon la hauteur de la bande, on aura un effet qui sera, plus on monte, hyperchrome, plus on descend, hypochrome. Okay. La largeur à mi-hauteur, c'est plus trop détaillé, mais en gros, ça a une importance aussi. Ça a une importance au niveau de l'interaction avec l'environnement. Et selon si elle est déplacée, cette bande, vers la gauche ou vers la droite, on parlera d'un effet du coup bathochrome quand ça va vers la droite. Du coup, en allant vers la droite, grande longueur d'onde. Qui dit grande longueur d'onde dit petite énergie. Et quand on va vers la gauche, hypsochrome, petite longueur d'onde, du coup, grande énergie. Un moyen mémotechnique encore plus ridicule que tous les autres pour retenir ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sûrement l'Odyssée d'Homère. Vous le connaissez tous. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en gros, Ulysse, quand il va, je ne sais pas où, il prend son bateau, du coup, il fait beaucoup de chemin, du coup, il augmente sa longueur d'onde, et du coup, il est super crevé. Parce qu'il fait, il voyage très longtemps, donc c'est bon. Super crevé, donc énergie petite, grande distance. À l'inverse, quand il s'arrête chez Calypso, du coup, il a fait moins de chemin, mais avec elle, il a beaucoup d'énergie vu qu'il fait que baiser. Du coup, son énergie augmente. Ok ? C'est tout con, mais ça marche bien. Voilà, ça évite de se prendre la tête. Hop. Et là, je viens vite parce qu'on s'en fout un peu. On était à une molécule qui était isolée toute seule. Là, on a une molécule qui a l'état condensé. Donc, on est par exemple dans un liquide avec plusieurs molécules pour le coup d'H2O ensemble collées. Du coup, là, on obtient un système de bandes continues. En fait, les bandes, c'est plusieurs raies, encore une fois, qui forment des bandes. Et les bandes vont se condenser pour former un espèce de truc comme ça avec plein de bandes collées. Voilà, ça, c'est quand on a l'état condensé. Par exemple, on utilise le benzène en solution, c'est juste un liquide de benzène. Voilà, voilà. Oui. Est-ce que la bande d'avant, est-ce que la courbe d'avant, c'est un lien avec la courbe de gauche? Je sais pas, c'est pas la courbe de gauche. Oui, oula, je sais pas. Et les maths, c'est pas mon délire. Aucune idée, mais je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Désolé. C'est pas grave. Allez, c'est bientôt fini, après je vous laisse tranquille. Du coup, là, on était sur l'absorption. Donc, à chaque fois, on envoyait une lumière et on voyait ce qui se passait au niveau de l'absorption des photons. Ça en absorbait beaucoup, pas beaucoup, qu'est-ce que ça faisait. Là, on parle de l'émission. C'est-à-dire qu'on prend un atome c'est des excites, on étudie ce qui va renvoyer comme lumière. Cette émission, on va la provoquer en excitant les atomes
soit par incandescence, donc par énergie thermique. Ça, l'incandescence, énergie thermique, ça se fait qu'avec des rayonnements IR ou visibles. C'est-à-dire qu'on va chauffer. Quand on chauffe, on envoie souvent on n'envoie pas des ultraviolets, quoi, on n'envoie pas des infrarouges visibles. Et ça, du coup, c'est une énergie quand même relativement faible. Qui dit énergie faible, dit énergie vibrationnelle ou rotationnelle. Vous vous rappelez, c'était le schéma que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Voilà, il y avait les IR proches et moyens. Du coup, ça fait vraiment que dans le vibrationnel, rotationnel. Ça ne fait pas de saut quantique avec les énergies, du coup, avec les énergies électroniques. Ça, du coup, ça a sauté, donc normalement, il n'y a plus. Vous ne l'aurez pas, normalement. Donc, tout corps chauffé va émettre un rayonnement électromagnétique en se désexcitant. Et du coup, vous avez, alors ça paraît impossible, mais il n'y a rien à comprendre en vrai. Soit on fait incandescence, soit on fait par luminescence. Donc pareil, on va envoyer de la lumière excitée et attendre de voir le retour avec une émission. Donc ça, c'est la luminescence qui se fait par photoluminescence. Donc on envoie de la lumière. On a deux phénomènes qui se passent. On envoie de la lumière. Donc là, on est sur E1, enfin E0, état fondamental, E1, premier niveau, ou S1, parce que c'est des singulés, mais ça, on s'en fout. Du coup, on a un électron qui est là. On envoie de la lumière pour faire la photoluminescence. Il va monter sur un état excité. Là, il va falloir qu'il se désexcite pour émettre un photon. Mais qu'est-ce qui va se passer avant ça? Il va y avoir une relation vibrationnelle. La relation vibrationnelle, c'est le fait que l'électron, avant de se désexciter pour redescendre tout en bas, il va devoir retourner sur l'état le plus faible de l'état excité dans lequel il est. C'est la règle de Kasha. La molécule ne peut regagner son état fondamental, S0 là, qu'à partir du niveau de vibration, donc relaxation vibrationnelle, le plus bas de l'état excité. Ce phénomène est non radiatif, c'est-à-dire que là, il n'y a pas émission d'un photon. Ce n'est pas une désexcitation, c'est juste une relaxation. Du coup, il monte, il se met sur le niveau vibrationnel le plus bas, parce que souvenez-vous que dans l'électronique, on a les vibrationnels, et dans les vibrationnels, on a les rotationnels. Du coup, il descend ici, et une fois qu'il est là, il va pouvoir se désexciter et redescendre à l'état fondamental en émettant une nouvelle lumière, du coup H nu, un nouveau photon prime, qui part comme ça. Et c'est lui qu'on va recueillir pour étudier du coup la photoluminescence. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres types de luminescence? Oui, il y a l'électroluminescence. Okay. Et après, je ne sais pas si on a d'autres. Donc ça, c'est pour la fluorescence. Okay. La phosphorescence, c'est exactement pareil, sauf qu'en fait, c'est une fluorescence qui est dite retardée. Ça va durer plus longtemps. Pourquoi? Même principe, on envoie de la lumière, ça monte dans un état excité. Relaxation vibrationnelle de Kasha, on redescend à l'énergie vibrationnelle la plus basse. Et là, en fait, on a un souci au niveau de la molécule qui fait que... Alors là, ça, c'est pas détaillé en cours du tout, mais si vous voulez faire des recherches, ça se fait facilement. Vous avez des états qui sont singulés et des états qui sont triplés au niveau des molécules, parce que certains, on l'a déjà vu. Et en fait, quand il est ici, il va devoir passer par un état du coup triplé T1, qui est un état dit métastable, un état où l'électron va rester plus longtemps. Donc, il passe ici, hop, d'abord, donc il se relaxe. Il passe ici pour faire ce qu'on appelle la conversion de spin. En fait, au niveau des spins, les électrons sont soit singuliers, soit triplés. Je ne vous dirai pas en détail, c'est compliqué. Mais du coup, au niveau d'ici, il faut qu'il y ait une conversion de spin pour que les spins se mettent dans le même sens. Et dans ce cas-là, il doit passer par cet état triplé. Du coup, l'électron se relaxe. Il va dans cet état dit métastable. Métastable parce qu'il va rester plus longtemps. D'où le fait de phosphorescence qui est une fluorescence retardée. Il va rester longtemps ici. Et après, comme ici, il va se désexciter, retourner à son état fondamental en émettant un photon, du coup, H nu. À savoir que le photon H nu, il a une énergie moindre que le photon envoyé, que le photon stimulant. Okay. Ça, c'est la loi de Stokes, qui dit que du coup, la longueur d'onde de celui-là est plus grande que la longueur d'onde de celui-là, pour que celui-là soit moins énergétique que celui-là. Ok. Franchement, ça paraît compliqué et tout, mais les QCM, c'est super facile. C'est vraiment tout le temps pareil. Il faut connaître ça par cœur. Vibration la plus basse, il faut savoir que ça, c'est ça retardé. Voilà, on a des petits détails, mais c'est vraiment pas trop de pièges. Merci. Hop, et ça, on s'en fout. Bravo.
La gueule.